Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les documents qu'on a sous les yeux pour, euh, pour comprendre comment on peut décrire un mouvement de façon précise. Comment on passe, disons, d'une simple observation à, euh, à une vraie caractérisation scientifique. Les sources nous plongent au cœur de la cinématique, en fait. Alors, pour démarrer, il y a une technique que je trouve assez fascinante, la chronophotographie. C'est Edward Muybridge qui a imaginé ça fin 19e, c'est ça, pour décomposer un mouvement rapide comme un cheval au galop. On voit les images successives à intervalles réguliers. Pensez à une voiture qui démarre. Sur la photo, les images de la voiture seraient de plus en plus loin les unes des autres, non? Exactement. Et ça illustre parfaitement ce qu'on appelle un mouvement accéléré et rectiligne si la voiture va droit. La chronophotographie, c'était vraiment révolutionnaire, pas seulement pour l'art, mais aussi pour la science, pour voir ce que l'œil seul ne capte pas. Et ça nous mène directement aux deux éléments clés pour décrire un mouvement. Sa trajectoire, Le chemin suivi. voilà, le chemin, et sa vitesse, ou plutôt comment cette vitesse évolue. D'accord. Alors la trajectoire, bon, si c'est une ligne droite, on dit rectiligne, facile. Si c'est un cercle, circulaire. Ou curviligne, si c'est une courbe quelconque. C'est ça. Et si ça ne rentre dans aucune de ces cases, on dit juste trajectoire quelconque. Mais pour la vitesse, alors, comment on décrit si ça va plus vite, moins vite ou toujours pareil? On regarde si la valeur de la vitesse change. Si elle reste constante, le mouvement est dit uniforme. Pensez à une voiture sur l'autoroute, vitesse calée à 130 km/h. Mhm. Si la vitesse augmente, comme la voiture qui démarre, vue par Muybridge, le mouvement est accéléré. Et si elle diminue, il est ralenti. Ou décéléré, on dit aussi. D'accord. Et on calcule ça, V égale dt, c'est ça? La distance divisée par le temps? Oui, classiquement, et l'unité de base, c'est le mètre par seconde, ms, même si on utilise beaucoup les kilomètres par heure, kilomètre-heure. Ah oui, et pour passer de l'un à l'autre, on divise les kilomètres heure par 3,6 pour avoir des ms? Exactement. Et on multiplie dans l'autre sens. C'est bon à retenir. Ok. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, je trouve, c'est quand on pense à... Prenons l'exemple donné dans les notes. Une personne qui dort sur un escalateur en marche. Est-ce qu'elle bouge ou pas? Ah, voilà, on y est. Ça, c'est l'exemple parfait pour introduire la notion clé de relativité du mouvement. Un objet est en mouvement par rapport à un autre objet, si sa position change par rapport à cet autre objet. Tout dépend du point de vue qu'on adopte, de ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel. C'est donc ça le mot-clé, hein? Sans ça, on ne peut rien dire de sûr. Absolument fondamental. Le mouvement, en physique, n'est jamais absolu. Il est toujours défini par rapport à un référentiel. C'est un objet ou un ensemble d'objets qu'on décide de considérer comme fixe pour l'étude. Et il faut toujours le préciser alors. Toujours, c'est indispensable. Pour la personne sur l'escalator, elle est immobile par rapport aux marches de l'escalator si on prend l'escalator comme un référentiel. D'accord. Mais elle est clairement en mouvement par rapport au sol du magasin si on prend le sol comme référentiel terrestre. Et on pourrait même dire qu'elle bouge par rapport au centre de la Terre. Ah oui, le référentiel géocentrique. Voilà. Ou par rapport au Soleil dans le référentiel héliocentrique. Donc, euh, selon le problème qu'on étudie, on choisit le référentiel le plus pertinent. Exactement. Pour un TGV Paris-Lyon, le sol terrestre suffit largement. Mais pour décrire l'orbite de la Lune autour de la Terre, le référentiel géocentrique est mieux adapté. Centré sur la Terre. Oui. Et pour les planètes qui tournent autour du Soleil, là, c'est le référentiel héliocentrique centré sur le Soleil qui s'impose. Ok, je vois. Donc, pour résumer, euh, pour bien décrire un mouvement, il faut trois choses. Où va l'objet, sa trajectoire, comment il y va, l'évolution de sa vitesse, et surtout, Par rapport à quoi on observe ce mouvement? Le référentiel. sans ça, la description est incomplète, voire fausse. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment une notion qui nous semble si intuitive, le mouvement, elle révèle toute sa complexité dès qu'on essaie de la décrire rigoureusement. Cette idée de référentiel, c'est vraiment une pierre angulaire de la physique. Ça nous rappelle que nos observations sont toujours situées. Hmm. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse peut-être. Si on choisit toujours un référentiel qu'on suppose fixe, mais que la Terre tourne sur elle-même, tourne autour du Soleil,
et que le Soleil lui-même bouge dans la galaxie, qui elle-même bouge dans l'univers. Est-ce qu'il existe quelque part un point, un seul, qui soit vraiment immobile? Un référentiel absolu.